On va tout de suite demander à des sous-traitants de venir nous rejoindre. Donc vous avez là les régions qui leur ont déroulé des tapis rouges, les industriels, les donneurs d'ordre. On va maintenant demander aux partenaires. Je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure. François Billard, directeur du développement énergie renouvelable d'Entrepose Contracting. Patrick Devoulon, responsable de marché chez GKN Stromag France. Nicolas Torlotin, chef de produit marketing Dillinger France. Et Gérard Thuet, président du directoire de FMGC. Ces sous-traitants, ces partenaires vont maintenant nous donner leur point de vue sur tout ce qui est en train de se passer. On va démarrer avec François Billard, directeur du développement d'Entrepose, filiale de Vinci à 100%, boîte un peu connue. Vous ne connaissiez strictement rien à l'éolien il y a environ 4 ans, en dehors de ce que vous pouviez apercevoir dans les grands paysages. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes un acteur en fait à la base du gaz-pétrole. On est un entrepreneur EPC, on construit des infrastructures de production, de transport et de stockage d'hydrocarbures. Ça, c'est notre métier de base. Et puis, quand il y a eu l'éolien, l'appel d'offres numéro 1 sur l'éolien offshore, en tant que filiale de Vinci, nous avons participé au consortium formé à l'époque par GDF Suez, Vinci Concessions, et puis les filiales construction. Et nous nous sommes intéressés à ce qu'on pouvait faire, à quelle pouvait être notre place dans cet appel d'offres éolien. Et il se trouve que pour nos métiers du gaz-pétrole, nous avons une chaudronnerie industrielle à Dunkerque qui nous aide à préfabriquer tous les grands bacs de gaz naturel liquéfié, les appareils à pression et autres appareils de chaudronnerie lourde. Et on s'est aperçu que ça pouvait présenter un intérêt pour les turbiniers, s'ils le souhaitaient, en matière de mâts d'éoliennes offshore. Et donc on s'est mis à travailler, on a réfléchi d'abord sur la base de notre usine actuelle, et puis en discutant avec les différents acteurs, en échangeant avec les turbiniers, en faisant aussi le tour de ce qui existait en Europe et ailleurs, on s'est aperçu que ça pouvait avoir du sens de développer un projet industriel complet, et c'est ce sur quoi on a travaillé et que l'on vous présentera tout à l'heure dans un petit film. Alors, vous avez un petit film, d'accord. Alors, comme je vois l'heure qui tourne, oui, non, on va le présenter un peu plus tard. Calez-le et puis on va l'appeler tout à l'heure. Il est déjà calé. Bon, alors on y va. Petit film. C'est 1 minute, je crois, 1 minute et demie. Je crois qu'il fait une petite minute et demie, mais si vous voulez continuer la présentation... Si, il est d'accord. Non, mais il nous font signe qu'il est déjà calé, c'est très bien. Allons-y. Oui, non ? Voilà, alors là, l'idée, c'est donc de vous montrer donc, où on est positionné. Donc, notre usine historique est à Dunkerque. Donc, on s'est évidemment rapproché du port de Dunkerque. Et il existe une zone d'une quinzaine d'hectares derrière le quai de Lorraine qui présente des facilités d'accès, parce qu'elle est connectée avec une voie ferrée, elle est connectée avec des autoroutes, elle est connectée avec un canal, elle est sur un port en mer ouverte avec 13 mètres de tirant d'eau. Et donc, on a beaucoup de place. Et donc, on s'est imaginé comment on pouvait faire ce process. Alors là, vous voyez, on a imaginé très simplement et très rapidement donc, la réception des tôles, ce qu'on pouvait faire, donc des opérations relativement classiques pour les gens qui connaissent. Là, on voit des opérations de chanfreinage. Vous constatez qu'on a travaillé beaucoup sur de l'automatisation. Donc, notre idée, ça a été d'automatiser au maximum les tâches pour, dans cette optique de baisser les coûts, de diminuer la quantité de travail nécessaire, de travail humain nécessaire. On obtient des taux de productivité assez conséquents par rapport à une usine traditionnelle. Donc c'est un petit peu ce projet sur lequel on a travaillé. On a déposé les permis de construire, on a fait des réservations de terrain avec les autorités portuaires, on a déposé nos dossiers ICPE, obtenu nos autorisations d'exploiter. En fait, on s'est mis dans une position où si le marché est prêt à démarrer, on a envie d'être en mesure de proposer une véritable solution industrielle française capable de s'aligner sur des prix européens, parce que si on n'est pas compétitif, ça n'a pas de sens. Et c'est ce qu'on a vu. Et donc, vous voyez, on bénéficie de la proximité du quai. On peut faire des systèmes... C'est très facile de prévoir une campagne d'installation et de rassembler la totalité des mâts pour pouvoir les installer. On est à 100 km de la frontière sud du champ de East Anglia. C'est tout près. C'est juste à côté. C'est super séduisant ce que vous proposez là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore démarré ? On fait déjà de l'éolien, vous savez ? Alors, on n'a pas démarré. On a déjà beaucoup échangé avec les turbiniers qui nous ont beaucoup encouragés, qui nous ont aidés aussi beaucoup à progresser, parce qu'au départ, on est parti un peu sans trop savoir. Donc, avec un processus itératif, on a beaucoup progressé. Je dirais que maintenant, notre comité d'investissement nous demande fondamentalement une confirmation du marché. Donc, fondamentalement, de remplir un carnet de commandes.
C'est ça qui nous permet de démarrer aujourd'hui. Combien il vous en faut pour démarrer? Combien il vous faut de mâts pour démarrer? Parce que là, il y a quand même 1,5 appels d'offres, enfin 3 gigas qui sont prêts à partir. Les 3 gigas, c'est un bon start. Les 3 gigas, c'est un bon start. Voilà, pour un appel d'offres, pour un investissement industriel de cette taille, on est dans cette logique-là. Donc on est nous-mêmes sur la même logique. Si on veut être compétitif, ça veut dire Vous voulez rafler toute la mise des 3 gigas, tous les mâts des 3 gigas? Je pense que cet investissement industriel est dimensionné pour faire plus que ça. Donc il est nécessaire d'avoir ça comme point de démarrage. Mais c'est tout à fait... je pense que c'est une discussion qu'il faut qu'on ait avec les turbiniers, mais c'est l'objectif. Si on veut être compétitif, si on veut être compétitif et baisser les prix, donc pour reprendre le même message que nous ont donné les turbiniers, c'est un marché de volume. Donc fondamentalement, il faut faire du volume. Si le volume n'est pas là, on n'atteindra jamais le prix. Donc la seule façon d'atteindre le prix, c'est d'avoir le volume. Et donc il faut que ce volume soit là. Pareil. Et entre ce sympathique et pédagogique film vidéo et un vrai mât en dur qui sort de l'usine, c'est compatible avec les premières machines qui doivent tourner d'ici 2018 ? De notre point de vue, ça l'est si les décisions se prennent dans les temps impartis, et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Il n'y a absolument pas de raison que ça ne le soit pas. C'est fait pour ça. On y travaille depuis cet appel d'offres numéro 1. Numéro 2, on a été encouragé. On a été encouragé par Areva. On échange régulièrement avec les équipes d'Alstom. On a aussi échangé avec les équipes de Siemens. On a fait... Donc voilà, on a vraiment... Aujourd'hui, on est dans une position où si le marché pense que notre solution a des mérites, et nous y croyons, sinon on n'aurait pas fait tout ça, si le marché pense que notre solution a des mérites, nous sommes prêts. Et tout ce que vous avez vu aujourd'hui, enfin ces 2 jours, tout ce que vous avez vu sur Windustry, ça vous a rassuré? Vous avez encore pris des contacts? On en a évidemment profité pour compléter les gens qui nous soutiennent, et pour continuer d'échanger et continuer de progresser aussi, parce qu'on est parti, dans ce marché, il y a déjà des acteurs qui sont fort installés. Vous l'avez cité tout à l'heure, il y a des décisions, il y a un travail de rattrapage à faire pour nous, ça c'est absolument évident. Donc voilà, il faut qu'on reste aussi modeste, il faut qu'on mesure bien le chemin d'apprentissage qui nous reste à faire. Donc plus vite on part, et plus vite on franchira ces étapes-là. Votre comité de direction ne regrette pas trop de ne pas avoir participé à l'aventure offshore allemande là, qui vient de bien démarrer? On a entendu tout à l'heure Louis-François Duré sur tout ce qui est installé. Notre comité de direction serait très content de participer à l'appel d'offres éolien français. Bon, c'est déjà ça. Vous venez de parler d'acteurs fort installés. Ça tombe bien, juste à côté de vous, il y a Patrice Devoulon, responsable de marché chez GKN Stromag France SAS. J'ai envie de dire GKN Stromag Sim France SAS. Comme ça, on est encore plus français. Alors, une éolienne, c'est une machine tournante. Il faut pouvoir la freiner, l'arrêter, l'immobiliser en cas de besoin. Vous avez, comme je le disais à l'instant, du sang de Sim dans les veines. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Et est-ce que vous pouvez rassurer votre voisin de droite sur le fait de dire que oui, il y a beaucoup d'activités possibles dans le secteur de l'éolien quand on ose? Oh, oui, absolument, absolument. C'est un marché assez fantastique, très intéressant. Nous avons commencé en 1984 sur ce marché, sur les premières machines qui étaient construites au Danemark. Et depuis cette période, nous avons fourni 130 000 freins sur ce marché. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec Siemens, par exemple. Nous travaillons également avec le bureau d'études d'Areva sur la nouvelle machine, la nouvelle 8 MW. Notre petite usine est basée dans le Cher, 140 personnes. Et on peut dire une vingtaine de personnes sont dédiées au marché éolien. Donc notre activité, c'est à peu près un quart de notre chiffre d'affaires. Et nous exportons 99,9% de notre production pour les éoliennes, évidemment, en Europe, en Chine, en Corée, au Japon et en Inde. C'est un marché qui est très intéressant au niveau du développement. Et pour nous permettre de rester un des leaders sur ce marché au niveau du système de freinage, et peut-être qu'on peut voir une... On va regarder 2-3 images pour qu'on comprenne bien, qu'on mette un visage sur le nom des freins aussi. Voilà. Donc, différents types de freins sur différentes éoliennes, différentes technologies. Et pour rester un des leaders sur ce marché, nous essayons d'avoir une veille technologique assez pointue sur tout ce qui est repris sur les revues techniques, lors des échanges, des colloques,
et des autres fournisseurs pour préparer nos produits à la nouvelle génération de machines. Les turbiniers sont des gens qui ont des demandes, bien sûr, des souhaits, mais c'est aussi des gens qui demandent que le fournisseur qui a sa propre compétence et connaissance dans certains domaines vienne avec des idées, vienne avec des propositions pour optimiser ce qu'ils souhaitent faire avec le composant. C'est un petit peu notre force et c'est pour ça que également on a parlé de Siemens, on a parlé d'Areva et j'espère qu'on parlera bientôt d'Alstom aussi. Nous sommes également fournisseurs qualifiés pour la 8 MW de Vestas. Donc l'offshore a été quelque chose qui a été très important dans notre focus, quelque chose que nous avons préparé depuis déjà des années, hein, pour être prêt à intervenir chez les turbiniers en disant on a des idées, on peut vous apporter quelque chose de plus que ce que vous pouvez trouver sur le marché. Donc en fait, sur l'image que l'on voit là, selon les industriels avec lesquels vous travaillez, il y a plus ou moins de composants qui arrivent. On ne voit pas par exemple de freins de pitch là, alors que chez certains, vous pourriez en fournir. Chez certains, ça va être sur l'arbre lent, d'autres sur l'arbre rapide. C'est ça, oui. Mais c'est difficile de mettre tout sur une sur seule diapo, un seul slide. Mais là, on voit par exemple photos, sur la photo d'en haut à droite que ce sont des freins sur un arbre lent. En l'occurrence, c'est une éolienne coréenne. Donc, ces machines, et la photo qui se trouve en bas à gauche, c'est le premier petit frein, c'est un peu noir, sous le disque noir, c'est le premier frein électromagnétique que l'on a dessiné sur une éolienne de 125 kW. Donc 4000 exemplaires ont été fabriqués et livrés à Palm Springs, premier gros projet américain dans les années 84, justement. Et en bas à droite, frein de nacelle, ça aussi c'est vous? Alors sur la nacelle, c'est des freins de giration que nous avons fournis également en Corée, en Chine et au Japon, Mitsubishi sur la 7 MW. Donc avant le JV avec Vestas, ils ont développé leur propre machine et nous avons fourni les freins de giration, mais aussi les freins de rotor. Donc ce sont des projets qui vraiment nous boostent et qui portent vraiment l'entreprise. Parce que l'exigence de qualité, et je crois que c'est Areva et Siemens et Alstom bien sûr qui en ont parlé, l'exigence de qualité des partenaires, et vraiment le mot partenaire, c'est pas juste une formule, hein. Il y a vraiment un suivi, il y a vraiment une recherche d'échange avec les fournisseurs. C'est relativement compliqué de devenir un fournisseur dans cette filière, ça prend du temps, mais une fois qu'on a fait les efforts et qu'on montre qu'on est qualifié, c'est quelque chose qui peut rouler pendant des années. Alors il y avait plein de fabricants de freins qui vous disputaient la place. Comment est-ce que vous avez réussi à passer et à rester ? Je ne vais pas tout vous dire parce qu'il serait capable de vous écouter quand même. Il y en a dans la salle qui serait bien intéressé, non, qui fabriquent du boulon de 12, ils ne sont pas tout seuls, ils aimeraient bien savoir comment vous avez réussi. Bien, on a eu une démarche propre. L'éolienne, ce n'est pas notre métier de base. Le freinage de l'éolienne, ce n'est pas notre métier de base. On avait une expérience dans le domaine du freinage dans d'autres applications portuaires, sidérurgiques, miniers. Et on a su transférer cette compétence dans le matériau de friction, dans les assemblages, les efforts à transmettre. On a su utiliser cette compétence et la faire partager à nos clients. Bon. Et comme je vous disais, ça c'est notre cœur de métier, mais la veille technologique, le fait d'essayer d'identifier ce qui va rendre service aux turbiniers avec un coup d'avance, parfois ça marche, ça a marché pour les projets offshore, parfois c'était un petit peu trop en avance, c'est ce qui nous est arrivé en l'an 2000, où nous avions déjà intégré cette notion de service pour réduire le temps d'intervention sur site, mais qui n'avait pas sensibilisé à l'époque les turbiniers. Parce que ce n'était pas leur priorité. Leur priorité, c'était de fabriquer, de vendre, d'installer, et puis il fallait avancer. Donc là, on avait un peu raté notre coup. En offshore, ça a mieux fonctionné parce que, si je me rappelle bien, le taux horaire de maintenance sur une machine, c'est à peu près 5 000 $ en mer. Donc, si vous voulez, les turbiniers sont un peu plus sensibilisés. Vous faites du co-développement avec les industriels, ça vous arrive ? Relativement peu, relativement peu.
le frein n'est pas un élément, je dirais, très important dans la conception de la machine. C'est-à-dire que ça représente quoi, 1% à peine du prix de la machine, notamment les très puissantes. Donc, une fois que le partenariat est établi, les turbiniers ont tendance à faire confiance à leurs sous-traitants. Ils ont un cahier des charges, bien sûr, ils ont des contraintes, ils ont des couples à respecter, des choses comme ça. Mais globalement, une fois que le lien est établi, c'est à nous de venir avec notre know-how, notre expérience et proposer des solutions. On fait relativement peu de développement en commun. Recommandations à ceux qui sont dans la salle, là, qui voudraient faire comme vous, qui voudraient arriver à rentrer sur ce marché. Quelle est la première des choses à faire, d'après vous? Bien, il faut y aller avec la compétence de son cœur de métier. C'est fondamental. Il ne faut pas oublier, comme je le disais, les turbiniers sont des assembliers. Ils ont des besoins, mais surtout, ce qu'ils ont besoin, c'est de la compétence des sous-traitants dans leur métier propre. Ce n'est pas tellement le fait que vous ayez une expérience ou non dans le domaine éolien, c'est plutôt dans le fait que ce que vous pouvez apporter dans leurs besoins spécifiques. Et à partir de là, on a de bonnes chances d'intéresser le turbinier. Et puis il y a différents aspects. Si vous êtes sur une nouvelle machine, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où c'est le prototypage, où c'est la conception, ou si c'est une machine qui est déjà en production en série, l'approche des achats n'est pas tout à fait la même, ce qui est logique. Bon, donc il faut y aller avec son corps de métier, avec ses compétences. Et si on n'a pas de référence en éolien, c'est pas vraiment le problème. Alors après un petit composant, on va regarder maintenant un gros composant, un composant lourd. Nicolas Torlotin, chef de produit marketing France et UK chez Dillinger. Vous existez depuis 1685. Vous êtes le plus grand producteur européen de tôle forte. Presque naturellement, vous avez raflé la mise sur la fourniture des supports, on va appeler ça support pour l'instant, sur les projets offshore. Donc, en quelques chiffres, quel est votre ancrage aujourd'hui sur le marché éolien ? Tout d'abord, je vais commencer par présenter l'entreprise. Donc, comme vous l'aviez dit, nous sommes une entreprise allemande sidérurgique avec une forte racine française, dans la mesure où l'entreprise, étant basée actuellement en Allemagne, a été créée sous Louis XIV, à l'époque où la Sarre était encore française. Et donc, on essaye de maintenir aujourd'hui ces racines françaises. Donc, l'entreprise mère est basée en Sarre, en Allemagne, avec 5000 personnes. Et nous disposons d'un second laminoir qui appartient à Dillinger Hütte et qui est basé à Dunkerque, à un jet de pierre de la future usine d'Entrepose. Donc 550 personnes travaillent actuellement sur le site dunkerquois, avec pour les deux usines un développement stratégique clairement orienté vers l'éolien offshore. Donc étant dans une société allemande avec un principe de gouvernance qui l'autorise, nous avons adopté à la lettre les recommandations du chancelier Helmut Schmidt qui dit que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Entre 2007 et 2014, nous avons investi plus d'1 milliard d'euros dans nos outils, non pas pour augmenter notre capacité de production, qui reste nominale à 2,3 millions de tonnes par an, mais plutôt pour augmenter la capacité dimensionnelle des produits, à faire des produits plus larges, plus épais, et de plus en plus nobles pour satisfaire aux exigences techniques des projets de demain. Donc aujourd'hui, nos produits sont tous fabriqués sur mesure. La moindre goutte d'acier qui est coulée dans nos coulées continues verticales est destinée à une commande. Nous n'avons aucun stock. Donc ça, c'est également un gage de qualité pour nos clients et nos donneurs d'ordre. Alors, pour situer un peu les utilisations des produits, donc nous livrons des tôles dans la construction métallique, par exemple. Donc nous avons livré, il y a quelques années de cela, l'intégralité des tôles pour le tablier du viaduc de Millau, donc qui représentait un volume d'environ 50 000 tonnes. Plus près de nous, nous avons livré récemment les 2 mégapoutres pour le stade Pierre-Mauroy de Lille. Et sur l'éolien ? Donc sur l'éolien aujourd'hui, dans l'année 2014, on a un budget réestimé aujourd'hui à 325 000 tonnes, avec que des épaisseurs de produits supérieures à 50 mm. Et nos références actuellement sur le marché des fondations d'éoliennes offshore, nous avons une part de marché de plus de 60%. Alors vous avez commencé avec des tripodes, vous avez fourni Alpha Ventus, et là vous êtes en train de passer sur des monopiles. Donc sur explication, puis après on va regarder vos diapos.
Si vous pouvez À vous montrer dire pour le tout de suite, si slide, vous voulez. Je Cécile. pense que ça sera plus parlant. Merci. On peut passer Alors ça, vous avez l'organisation dit, de Dillinger et l'entreprise. Teux, on voit votre groupe. Voilà. Ça, vous avez dit donc, thermomécanique. Donc, ici, le programme dimensionnel. Donc, en abscisse, vous voyez les épaisseurs disponibles jusqu'à 400 mm. Bon, pour l'éolien offshore, aujourd'hui, c'est plus que déraisonnable. On va se contenter des 120 ou 150 mm. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on appelle les aciers thermomécaniques, qui est un concept particulier qui permet d'optimiser les coûts de fabrication. Donc, on peut passer le slide. Où ce concept d'acier-là qui a été développé initialement dans l'oil and gas pour souder des line pipes gaziers et pétroliers sous-marins on-site, donc c'est-à-dire soudés sur les navires de pause dans des conditions marines et des températures qui sont sévères, dans des conditions qui restent correctes pour la tenue en service du projet. Donc ces aciers-là existent depuis de nombreuses années et ont fait leurs preuves pour optimiser les coûts de fabrication et également les temps de fabrication. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilisait pas pour l'éolien jusqu'à présent? Aujourd'hui, ces aciers-là représentent 85% de nos livraisons. La limitation des 15% restants vient des fortes épaisseurs au-delà de 120 mm qui ne sont pas autorisées par les standards, sachant que nous, en interne, nous développons des aciers avec ce concept thermomécanique qui vont au-delà des 130 mm. Donc nous préparons l'avenir. Malheureusement, ils ne sont pas autorisés par les standards en vigueur actuellement. Alors, les tripodes d'Alpha Ventus à gauche, qui abritent Oui, pour moitié des machines à des structures qu'on aimait bien, donc qui sont malheureusement brevetées par Bard et qui ne peuvent pas être utilisées ailleurs, qui avaient la bonne idée d'être fort consommatrices de tôle forte. Donc malheureusement, ça paraît compromis. Les tripodes d'Alpha Ventus, donc on a livré une bonne quantité de tôle, d'épaisseur moyenne. Et ensuite, principalement des projets en mer du Nord et en Baltique, avec un focus principal, vu notre orientation de développement produit, vers les monopiles et les pièces de transition. Alors, encore une fois, dans cette optique-là, nous avons investi. Nous avons investi environ 30 millions dans 2 chanfreineuses en forte épaisseur pour des épaisseurs jusqu'à 160 mm d'épaisseur. Et également, nous avons lancé des études. Donc, pour le slide suivant, avant d'investir dans une société sœur qui vient d'être inaugurée la semaine dernière, qui s'appelle Steelwind Nordenham, nous avons montré la faisabilité en tenant compte d'une turbine Siemens de 6 MW avec le rotor de 154 mètres. Nous avons prouvé la faisabilité de monopiles pour des profondeurs d'eau de 35 mètres et plus, pour 2 types de conditions de sol, à savoir du sable et de l'argile. Donc, dans le tableau droite, vous voyez le design final résumé avec des piles de 8 mètres 200 et 8 mètres 500 avec des longueurs de pénétration différentes en fonction bien sûr des types de sols et des poids assez considérables de 1300 et 1500 tonnes. Donc, en 48 mètres de pénétration, vous faites du pieux battu? C'est du battu, ça peut être du forage. Il y a des options qui sont en étude actuellement et en développement avec des gens qui sont spécialistes là-dedans. Et également, l'entreprise Steelwind, donc, qui a été inaugurée, a participé au projet RWE qui s'appelle Vibro et qui montre l'impact de l'utilisation du vibring comparativement au hammering utilisé pour donc, au lieu le de taper battage dessus, on le secoue. On la vibre, comme un parasol à la plage. Donc, 3 ans plus tard et 175 millions d'euros dépensés plus tard, Steelwind est sorti de terre. Donc, c'est une usine qui mesure plus de 750 mètres de long et qui est uniquement dédiée à la fabrication des monopiles XXL. Et donc, la pile d'inauguration est sortie en même temps. Donc, sur le slide suivant, c'est la plus grosse pile actuellement produite. Elle fait 7,80 m de diamètre et pèse plus de 900 tonnes. Donc, si vous avez le slide suivant, ça parlera aux gens. Vous essayez de la faire décoller, donc? On essaie de fabriquer les ailes, mais la portance n'est pas bonne. Sur le marché. Donc, bon, les réacteurs vous passez de fournisseurs, fabricants, à partir de vos fourneaux, fabricants de brames, puis lamineurs, notamment du côté de Dunkerque, fournisseurs de tôle prêtes à souder, à fournisseur d'un produit. Donc là, vous allez commencer à rentrer en concurrence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le petit... en complément avec Entrepose. Oui, ça a été une discussion avec nos clients A, que sont les fabricants de monopiles déjà existants sur le marché, des gens comme ZIF, EEV ou Bladt au Danemark.
Donc, bien entendu, il y a eu de grosses discussions sur l'aspect concurrentiel que Steelwind crée. Néanmoins, la période où a été décidé l'investissement était propice. Il y avait de la place compte tenu des capacités et les outlooks en Europe, notamment sur UK et sur l'Allemagne. Concernant la France, évidemment, nous suivons le marché de très près et nous poursuivons nos investissements à la fois sur Dillin et sur Dunkerque pour l'éolien offshore. Donc le gros investissement en cours pour l'éolien offshore, c'est une nouvelle coulée continue révolutionnaire, 100% verticale, et qui démarrera l'année prochaine, et c'est un investissement de plus de 400 millions d'euros. Sur Dunkerque, nous avons depuis 5 ans investi plus de 170 millions d'euros également pour augmenter notre capacité en tôle très forte, dont est très demandeur le secteur de l'éolien offshore. Donc nous sommes capables de sortir à Dunkerque des tôles jusqu'à 150 mm d'épaisseur et 28 tonnes de poids unitaire. Vous dites dont est très demandeur le secteur de l'éolien offshore. J'ai l'impression que le secteur de la sidérurgie également, là, ce serait une bouffée d'oxygène, l'éolien, pour lui aussi. Oui, pour le primary et pour le secondary steel. Ça représente, en tout cas pour le primary, pour la partie fondation, toute fondation confondue en acier ainsi que les mâts, un potentiel de plus de 10 millions de tonnes. Sacrée bouffée d'oxygène quand même. C'est presque la panacée, oui. Ah oui. Merci pour ce témoignage. Alors on va regarder, après avoir vu deux acteurs qui se sont bien investis, on va maintenant regarder quelqu'un qui aimerait bien faire quelque chose. Gérard Thuet, il est président du directoire de FMGC, Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise. Donc c'est un fondeur mécanicien basé à Châteaubriand, quelque part entre Rennes et Nantes, qui lui a envie de vous proposer une autre solution pour faire des fondations. On a vu du tripode, on a vu de la monopile, de la grosse monopile, aussi grosse que l'Airbus A380, pardon. Alors vous proposez une solution alternative. Alors, on ne propose pas une solution alternative, mais le domaine dans lequel on a envie de jouer, c'est le gravitaire, c'est-à-dire là où mes collègues auront du mal à intervenir. Donc très rapidement, aujourd'hui, nous ne sommes pas fournisseurs de cette filière, même si depuis 3 mois, nous avons fourni nos premières pièces, tout simplement pour un support de station de mesure pour des CNS. Donc on démarre humblement. Notre société, vous l'avez présentée, c'est une fonderie, donc on a parlé de l'acier, maintenant on parle de la fonte, une fonderie de grosses pièces en fonte lamellaire, donc située à Châteaubriand, qui fait 320 personnes, qui est capable de fabriquer 110 000 tonnes par an, qui en fabrique 80 000, qui fait partie d'un groupe français, comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Farinia, qui développe des forges et des fonderies en France et en Asie. Un groupe qui est une ETI qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1200 personnes à peu près dans le monde. Donc nous, notre motivation était un peu différente. Nous sommes aujourd'hui leaders européens sur les contrepoints en fonte pour les chariots élévateurs et les grues. On va mettre un visage sur ces contrepoints en fonte. Vous les connaissez tous, en fait, vous les avez tous déjà vus. Slide, voilà. Voilà, et ça c'est notre ADN aujourd'hui. Nous sommes leaders européens avec 25% de part de marché, 90 000 tonnes vendues par an, 85% à l'export, tout va bien. Sauf que, deux choses, on sait que le marché du travaux publics et de la manutention en Europe n'a pas prévu une forte croissance dans les 5 à 10 ans qui viennent. On va plutôt avoir à gérer la décroissance, ça c'est le premier point. Deuxième point, comme beaucoup d'industriels, on a pris une légère crise en 2009 et on s'est dit que peut-être pour la prochaine, il conviendrait de se diversifier vers d'autres secteurs. Donc depuis 2009, nous étions à la recherche de secteurs, parce que dire se diversifier, c'est bien. Je rejoins mon collègue de GKN, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait bien faire. Alors j'ai vu qu'en parlant de grosses pièces en fonce, j'ai éveillé l'intérêt des turbiniers. Non, non. On ne sait pas faire la fonte qui va dans vos turbines. Alors on pourrait décider d'investir et de la faire, c'est un gros moyen, mais ça va nous prendre à peu près 10 à 15 ans pour avoir les compétences que d'autres ont déjà. Donc nous, ce qu'on sait bien faire, c'est du lest. On sait faire de la grosse pièce, on sait la livrer à l'heure, on sait faire une pièce de qualité, on est plutôt implanté près des côtes. Donc on a recherché, et donc ce qui nous a apparu, c'est quel est l'avantage de notre produit. Donc vous avez sur ce slide, pour tout ce qui est gravitaire, sur les énergies marines renouvelables,
On ne parle pas uniquement d'éolien offshore, mais on parle également d'hydrolien, d'houlomoteur, de TM, d'éolien offshore flottant. À chaque fois qu'on va avoir besoin de lester, parce que soit on ne peut pas forer, soit on va avoir besoin de lester pour d'autres raisons, pour tenir l'équipement au sol, c'est le cas des hydroliennes. Jusqu'à présent, les solutions retenues sont plutôt béton ou gravier. Or, on a à notre disposition un matériau qui est 4 fois plus dense dans l'eau. Donc Archimède nous donne un petit coup de main. 4 fois plus dense, donc également plus compact pour une même masse. Donc ça présente quelques avantages. Le troisième avantage qu'on voit un peu sur le slide suivant, pour parler de l'avantage des solutions qu'on va proposer, que nous sommes en train de proposer, c'est la recyclabilité. Les autres matériaux sont également recyclables, mais déjà notre filière et notre entreprise, les magnifiques contrepoids de chariot que vous avez vus, sont 100% fabriqués à partir de fonte et d'acier recyclés. Donc on est tout à fait capable de reprendre, puisque dans les énergies renouvelables, on est en train de se poser la question, fort heureusement, du démantèlement. Le sujet a été abordé, que fera-t-on de ces machines dans 15 à 20 ans? Nous, on est tout à fait capable de récupérer le lestage, de le refondre pour en fabriquer d'autres. Le dernier point sur lequel on est susceptible d'apporter des solutions, le dernier aspect, c'est qu'en étant plus dense et plus compact, on peut imaginer que les frais d'acheminement et d'installation sur site peuvent être limités. On est toujours dans le domaine de la réduction des coûts. Quand on connaît les coûts de location et de fabrication des bateaux qui vont installer ces équipements, nous sommes convaincus que nous avons un domaine à jouer sur ces différents modèles. Alors, vous voyez les différents business sur lesquels nous nous intéressons, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y en a un qui n'avait pas été nommé, mais qui est la protection de câbles marins, puisqu'on envisage quand même que ces machines... Vous l'avez là, il est en bas à gauche. Là. Pardon? Vous l'avez en bas à gauche sur votre On transparent. l'a en bas à gauche, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, proposition, voilà, solution. Alors, avant de parler des solutions, ce qui est important, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est notre démarche. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas imposé comme un fournisseur potentiel de ce domaine-là, juste parce qu'on avait envie de le faire et parce qu'on trouvait qu'on pouvait apporter des solutions. Donc, il a fallu valider ces solutions avec un certain nombre de donneurs d'ordre. On s'est fait accompagner justement par le SER et Windustry. Donc, pour nous, c'était quelque chose d'important. On a évoqué tout à l'heure, quelqu'un a évoqué Neopolia, on a beaucoup travaillé avec Neopolia. On n'a pas hésité non plus à bâtir des partenariats. Depuis 2012, on a commencé à faire des partenariats, signer des accords avec un certain nombre d'entreprises. Nous sommes actionnaires, petit actionnaire, mais de Sabella, qui va donc immerger prochainement son deuxième prototype d'hydrolienne. Donc nous avons multiplié les démarches, donc, y compris financières, pour proposer des solutions. Alors, la photo de gauche pourrait illustrer ce qui pourrait être un lestage d'hydrolienne, que je n'ai pas nommé. La photo du dessus pourrait être une application d'éolien onshore. Nous sommes peu présent sur l'éolien onshore. Le système de fondation des éoliennes onshore est parfaitement connu et maîtrisé. En revanche, on a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé de repowering. On pourrait envisager que dans le cadre de repowering, avec une turbine un peu plus puissante qui ait besoin de refaire un certain nombre de calculs, et que la fonte pourrait permettre de compenser une partie de ce qu'il y aura à faire. Et la dernière pièce est un support dont le poids peut varier. Là, on est sur 2 tonnes, on peut aller jusqu'à 15 ou 20 tonnes, qui peut servir d'embase pour monter une structure qui peut s'apparenter au tripode dans les endroits où on n'a pas la possibilité de forer. Alors, vous avez dit tout à l'heure 4 fois plus dense. Est-ce que pour autant, elle va être 4 fois plus chère? Eh bien non, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. On va être plus cher que le béton, à peu près dans un rapport 2. Mais vraiment l'intérêt de cette filière et des solutions qui sont en train d'être développées, c'est pas uniquement de raisonner au prix au kilo, au prix à la tonne. On a bien vu au cours de la journée que ce sont des solutions techniques qu'il faut mettre en œuvre pour faire baisser le prix du mégawatt. L'enjeu, il est là. Peu importe si la solution ou la matière qui est retenue est plus chère, ce qui va compter, c'est le résultat global.
Alors, on sent là, vous avez réfléchi à des solutions, ce sont encore des dessins presque à main levée, enfin à souris levée, je ne sais pas si ça se dit, peu importe. Quelle est votre méthode là pour rentrer? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place comme stratégie, sans nous dévoiler non plus vos petits secrets, mais vous êtes à la porte d'un secteur dont vous avez vu qu'il est en plein développement. Comment vous allez faire? Alors, il a d'abord fallu se faire connaître, donc on a utilisé un certain nombre de structures existantes, je les ai citées, Windustry, le SER, Neopolia, qui nous ont permis d'entrer en contact avec les donneurs d'ordre, nos clients potentiels de demain. Ensuite, il a fallu mettre en place des solutions, réaliser des prototypes. Donc là, c'est une autre approche. On s'est appuyé sur des bureaux d'études, je ne vais pas tous les nommer, Innosis, ETHAL, InVivo, des gens qui travaillent déjà dans ce domaine-là et qui ont de grandes compétences, ce qui nous a permis de valider les solutions. Le deuxième moyen, ça a été le troisième moyen, c'était de commencer à nouer des partenariats, y compris financiers. J'ai cité Sabella. On peut imaginer que le prototype de Sabella sera lesté avec des contrepoids qui viendront de chez nous. On rêve de la ferme pilote, puis des fermes industrielles. On s'est également rapproché, puisqu'il y a plusieurs participants à l'AMI sur l'hydrolien notamment. On a des discussions avec EDF Énergie Nouvelle sur le lestage d'éolien offshore, pas pour se substituer à ce qui existe déjà, mais dans certains cas, nous pensons qu'on peut apporter des solutions. Sur les câbles marins, puisque on a prévu de fabriquer l'électricité avec toutes ces machines, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La technique la plus couramment utilisée est l'enfouissement, mais il y aura beaucoup de cas où on ne pourra pas enfouir. Donc il va falloir protéger les câbles. La fonte est un matériau qui permet deux choses, qui permet à la fois de protéger le câble et de le lester. Et dans les zones notamment où ils seront installées les hydroliennes, leur fonctionnement va dépendre de la force du courant, on va avoir besoin de lester. Donc là, par exemple, la méthodologie, on vient de se faire labelliser depuis jeudi dernier, donc c'est pas très très vieux, sur un projet S2E2 avec Innov PME, sur ce qu'on appelait l'iBox. C'est un procédé de protection et de lestage des câbles que l'on va développer, dont on va aller maintenant chercher les financements régionaux ou nationaux. Merci pour ce témoignage. Pour terminer cette table ronde, réaction des trois régions. Vous avez écouté bien sagement les donneurs d'ordre, vous avez écouté leurs partenaires potentiels pour certains. Réaction. Mélanie Mamry, Christophe Porquier, Jean-Marie Meunier, quelle réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Si j'avais une première réaction à faire, moi, eu égard à tout ce qu'on développe et qui est plutôt dans l'offshore et qui se situe plutôt des côtes, je dirais que je vais repartir en Champagne-Ardenne un peu Marie. Oui, il a proposé quand même sur de l'onshore en cas de repowering. Là, vous allez bientôt faire du repowering. Mais moi, je pense que j'ai aussi entendu un intervenant tout à l'heure dire que tout n'était pas perdu ou tout n'était pas fini sur le onshore. Et je crois qu'il faut qu'on retravaille là-dessus. Et moi, je pense que le territoire que je représente aujourd'hui doit plutôt se concentrer sur ce type d'éléments à intégrer pour l'avenir, notamment parce que je vous ai parlé un petit peu de déconstruction tout à l'heure, ce qui peut être un sujet de discussion intéressant, mais aussi parce que on sait déjà que les futures éoliennes qui remplaceront celles qui ont été installées n'auront plus du tout les mêmes dimensions et que toutes ces choses-là sont effectivement intégrées parce qu'il y a les coûts de transport. On peut, me semble-t-il, envisager dans un avenir relativement proche d'avoir des industriels qui soient plus intéressés pour venir s'implanter au plus près des lieux où auront tourné leurs futures machines. Voilà. Mais je pense que c'est un travail constant. Je suis assez impressionné par les interventions qu'on vient d'entendre. Moi, je trouve que là, on a des industriels qui ont compris tout ce qu'il fallait faire pour intégrer la filière de l'éolien. Et je repars plein de convictions qu'il va falloir que je fasse partager avec certains de mes chefs d'entreprise sur mon territoire, qui n'ont pas eu peut-être immédiatement le déclic pour diversifier un peu leur production, ou qui sont peut-être d'ailleurs trop liés par de certains donneurs d'ordre qui auraient capacité à leur expliquer qu'ils n'ont pas trop intérêt à se diversifier. Christophe Porquier, 20% d'entreprises picardes sélectionnées dans le cadre de Windustry. Vous repartez aussi avec des messages à leur délivrer? C'est formidable de pouvoir aller dans une autre histoire industrielle avec le secteur de la transition énergétique. On a trop vécu dans l'histoire de ce pays avec
un scénario énergétique qui était écrit, qui semblait inamovible. On voit que les choses changent. Et avec la loi, on peut penser qu'elles vont changer encore plus. C'est une bonne chose. Et voilà, ce n'est pas la fin d'un modèle industriel, au contraire, c'est d'autres opportunités qui sont en train de s'ouvrir pour les entreprises et les industries de ce pays. Donc ça, je crois qu'il faut retenir ce message positif et mobilisateur. Et notre rôle là-dedans, c'est de participer à cette transition, parce que après, c'est des jeunes qui doivent se former, c'est des ingénieurs qui doivent travailler à de nouveaux process, etc. Et donc, on est là pour accompagner ce mouvement-là, parce qu'il y a fatalement, il y a une prise de risque qui a été en partie, mais bon, ils sont très pudiques, donc ils n'ont pas dit forcément si fort, mais c'est vrai qu'il y a une forte prise de risque pour les personnes qui se lancent dans l'aventure des énergies renouvelables, si ce n'est pas leur métier initialement. Et on est aussi là pour accompagner ce cheminement. Moi, je trouve que c'est très positif et c'est ce qu'on essaye de faire modestement à notre poste de combat avec les entreprises qui sont dans nos régions et dans la mienne. Mélanie Mamry, vous repartez en Normandie avec des idées. Là, vous avez des mâts, des monopiles, des fondations fontes. Vous avez plein de possibilités là. Pour votre Alpha Ventus, vous n'allez pas savoir que choisir. Alors, je repars convaincue que notre démarche est juste. Areva est assis ici. Quand j'entends les différents industriels, je suis plutôt rassurée de la démarche que l'on a mise en place en Normandie depuis 2009. Rassurée parce qu'on a été en capacité de créer ce bon tempo entre l'information donnée aux entreprises, aux PME, parce que le but c'est aussi ça, c'est de faire travailler le tissu économique de notre région. Également sur le volet formation, parce que derrière il faut absolument trouver une cohérence sur le territoire, sur l'offre. Moi j'ai la chance de travailler, d'avoir une délégation sur l'économie et sur le numérique. Et bien que le numérique ne soit pas très proche, mais en même temps c'est exactement la même démarche. Je crois, et je rejoins totalement mon collègue de Picardie, on a la chance sur ces deux thématiques de connaître sur notre pays, je crois, l'une des politiques les plus importantes pour les 25-30 ans à venir. À nous, collectivités, industriels, État, chambre consulaire, de se mettre autour d'une table, de ne pas louper le coche. Tout à l'heure, vous disiez, voilà, j'aimerais avoir certaines personnes autour de cette table et poser certaines questions. Je crois que nous serons aussi comptables des choix que nous allons faire. Moi, je le vois sur mon territoire. Alors, repartir en Haute-Normandie, sincèrement convaincue que nous sommes dans la bonne démarche, que l'éolien offshore, ce sera une incroyable expérience de développement industriel qui nous permettra aussi de mener ce changement industriel nécessaire dans notre pays avec une vision différente de l'industrie. Merci Mélanie Mamry, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci madame, merci messieurs d'y avoir participé, de nous avoir apporté vos témoignages, vos éclairages, vos états d'avancement de vos projets. Merci à tous.